Bien, bonjour à tous. Donc je vais être le modérateur aujourd'hui. J'espère que vous allez bien m'aider pour la gestion du temps, qui est importante, semble-t-il, pour un tas de raisons techniques, mais aussi pour le temps de parole qui est accordé à chaque intervenant. Donc là, nous allons accueillir Marion Feldman, qui est auteure de plusieurs ouvrages consacrés aux enfants cachés. Donc, entre trauma et protection, quel devenir pour les enfants juifs cachés en France, ainsi qu'Histoire secrète, les enfants juifs et l'assistance publique en France. Marion Feldman, vous vous intéressez au devenir du trauma chez l'enfant caché, et en particulier, vous avez choisi de nous parler en fait de l'enfant exposé. Donc c'est cette notion d'exposition que je trouve particulièrement intéressante et sur laquelle nous attendons vos lumières. Nous vous écoutons. Alors merci infiniment de m'avoir invité à participer à cette journée. Merci à Dominique Vidot, à Simon Pintel et Laurence Colleroth. Alors je suis très, très émue. Excusez-moi, parce que si vous avez mis votre public devant les micros, on ne les entendait plus. Très émue d'être là aujourd'hui. Et heureusement que je suis arrivée hier, parce que j'ai eu le temps de digérer l'émotion que j'ai eue en arrivant hier dans cette maison. Savoir qu'il y a 44 enfants qui ont été déportés, qui ont été exterminés. C'est la première fois que j'interviens dans une maison où des enfants ont été déportés sur mon sujet qui concerne les enfants juifs cachés en France pendant la Seconde Guerre mondiale, donc qui concerne les 60 autres enfants qui sont passés par ici, qui ont pu échapper aux rafles et qui ont pu survivre. Alors, qu'est-ce qu'ont vécu ces enfants ? Pour échapper à la déportation, un certain nombre d'enfants ont été contraints de vivre cachés pour assurer leur survie. Ils pouvaient soit devenir invisibles ou rester visibles, c'est-à-dire qu'ils étaient soit cachés au sens propre du terme, dans un endroit clos pour demeurer invisibles physiquement, soit cachés avec un changement d'identité, de prénom, de nom, de religion, d'environnement et pour la plupart d'entre eux séparés de leurs parents. Ces enfants qui ont échappé à la mort n'ont pas perdu la vie, ils ont perdu tout ce qui faisait leur vie. Sauvés, ils ont vécu la destruction de tout ce qui est au fondement de la vie d'un enfant, la possibilité d'accéder à la vie d'adulte, la croyance en la protection des adultes, l'adhésion à des théories du sujet qui fondent l'identité. Et comme on le verra, ces enfants ont été exposés à des attaques de liens de filiation, ne pouvant plus être enfants de leurs parents, leurs liens d'affiliation ne pouvant plus être juifs, exposés à des frayeurs, à des pertes, à des humiliations, à de la maltraitance. Ces enfants ont été protégés, mais dans le même temps exposés. Ils l'ont été triplement avant, pendant et après la guerre. Avant même la persécution en France, de par leur statut, pour la plupart d'entre eux, d'enfants de migrants juifs, ils étaient vulnérables, ces parents qui avaient espéré, en venant en France, être protégés par le pays des droits de l'homme, premier pays à avoir décrété l'émancipation des Juifs en 1791. La vulnérabilité s'explique par leur appartenance à un groupe instable et menacé. Donc, enfants nés en France de parents étrangers, ils étaient fragilisés dans la mesure où leur structuration culturelle, psychique, s'est faite sur un clivage, un conflit, dans un contexte d'instabilité et d'angoisse, d'autant plus qu'entre 40 et 42, la menace grandissait. 1942, c'est l'année où tout bascule. Ce basculement dans la clandestinité a opéré sur le mode de la frayeur, de façon imprévisible, par une perte brutale de l'enveloppe culturelle, familiale et psychique. À ce moment-là, chacun de ces enfants a érigé
une sorte de mur intérieur pour assurer sa survie. Se référer au monde d'avant représentait une menace et pouvait conduire l'enfant à la perte de lui-même, donc à la mort. J'avais disparu, me dit une des femmes que j'ai rencontrées 75 ans après. Là, elle me fait part de la sensation qu'elle a eue quand elle est arrivée dans la Sarthe, fin 1942, elle avait 6 ans, toute seule. Rosette avait 3 ans en 1942. Elle est tombée malade et a été hospitalisée. Pendant son séjour à l'hôpital, sa famille a été arrêtée puis déportée. Personne de sa famille n'est revenu de déportation. Constatant que Rosette était sans famille et que personne ne semblait s'occuper d'elle, les services de l'hôpital l'ont confiée à l'assistance publique. En octobre 1940, le père de Bella a obéi à l'ordonnance allemande et est allé se faire enregistrer comme juif à la préfecture. Le 14 mai 1941, par le biais du billet vert, il a été convoqué au commissariat, arrêté et interné. Le 16 juillet 1942, à 4 heures du matin, la Gestapo cogne à la porte. La mère de Bella fait signe à sa fille de se taire et n'ouvre pas la porte. Elle fuit la nuit suivante pour se réfugier chez un oncle, puis la situation devenant trop menaçante, mère et enfant ont dû se séparer. Bella avait 7 ans quand elle a été cachée dans une famille à la campagne. Maurice avait 8 ans en 1942. Depuis l'arrestation de son père, sa mère avait pris la précaution de demander à une voisine de les enfermer de l'extérieur chaque soir avec un cadenas pour faire croire que l'appartement était vide. Le 23 novembre 1943, tôt le matin, les policiers de la Gestapo frappent à la porte pour venir arrêter la famille, mais voyant le cadenas sur la porte, ils sont repartis. Ce jour-là, Maurice a été séparé de sa mère, qui a remis ses enfants à l'UGIF pour les protéger. Par la suite, Maurice et sa sœur ont été mis en sécurité à la campagne. Régine a 12 ans le 26 septembre 1942 lorsqu'une de ses amies l'alerte qu'aujourd'hui la rafle des Juifs roumains va débuter. Elle alerte sa mère, la précipite à partir, la presse de partir, mais sa mère prend du temps. Elle prend alors son petit garçon, c'est un lapsus révélateur de son histoire, son petit frère dans les bras qui a 2 ans. Elle descend les escaliers, en descendant les escaliers, elle croise la Gestapo qui monte et qui arrêtera sa mère et sa grand-mère restées dans l'appartement. Pendant la période de clandestinité, outre la rupture avec leurs parents et leur milieu d'origine, ces enfants ont parfois été victimes d'humiliation et de maltraitance. De plus, la clandestinité vécue par ces enfants cachés les a exposés à un processus de déculturation tel que lorsqu'on est venu les sortir de leur cachette, ils n'ont pas reconnu leurs parents, parlaient parfois le patois, portaient un autre prénom et parfois un autre nom et pratiquaient une autre religion. Atteinte narcissique majeure, la déculturation a été une expérience contraire à l'acculturation. Dans le processus qui s'est opéré chez les enfants juifs entre 1942 et 1944, il a été question de désaffilier pour réaffilier, pour assurer leur survie, mais cette réaffiliation ne s'est pas effectuée complètement, laissant à la personne une béance. Après la guerre, les enfants ont été à nouveau exposés parce qu'ils ont été la cible des traumatismes et des deuils non aboutis des adultes. À la libération, un autre mur s'est érigé, celui du silence. Au contraire des survivants de la Shoah, les enfants cachés n'ont pas eu à traverser l'horreur de l'univers concentrationnaire dont la seule finalité était la mort programmée. Pour survivre, ils ont dû effacer une part d'eux-mêmes avec pour conséquence une mort partielle intériorisée. Ils présentent une symptomatologie spécifique liée à l'effraction psychique, la survie, ces attaques d'affiliation, les pertes, les deuils impossibles. Et cette symptomatologie a été renforcée par le silence. Outre ce tableau clinique, les effets transgénérationnels ont été importants. Déjà des troubles intergénérationnels avec leurs parents, s'ils les ont retrouvés, ou un des 2 parents. Enfants et parents ont espéré se revoir, chacun a idéalisé l'autre, et les déceptions ont été importantes.
Certains parents étaient survivants des camps, d'autres ont connu la clandestinité et les humiliations. Ces retrouvailles se sont révélées impossibles, difficiles, et a émergé parfois de la violence physique et ou psychologique. Il y a eu un déni du trauma de l'enfant pendant très longtemps, et même plus que de ce qu'ils ont vécu, du silence qui les a isolés, et dans certains cas, des situations de maltraitance, car les pulsions de vie des enfants étaient insupportables pour leurs parents. Beaucoup d'entre eux expriment leurs difficultés avec leurs enfants, car ces traumatismes liés à ce vécu ont eux-mêmes souvent été cachés, non divulgués, non partagés avec la famille, notamment par le fait que la reconnaissance de leur souffrance a été tardive. Certains auteurs parlent de transmission radioactive, de télescopage des générations, de familles survivantes. Quelles sont les traces de ce vécu ? Les traces de ce vécu se sont révélées particulièrement repérables à des âges clés de la vie, l'adolescence, la maternité, la parentalité, la retraite, la vieillesse, la grand-parentalité, le dernier cycle de vie. Ces âges constituent des passages qui le plus souvent sont des périodes de réaménagement psychique qui fragilisent l'individu ou, au contraire, peuvent être des leviers de transformation. Dans l'après-guerre, l'adolescence est une période traversée par des questions importantes autour des affiliations et de leur propre survivance, accompagnées d'un sentiment de culpabilité. Suis-je juif ? Suis-je catholique ? Suis-je juif et ou protestant ? Quelle légitimité à être ? Pourquoi ai-je survécu et pas les autres ? Les questions autour des identifications secondaires se sont posées pour nombre d'entre eux. Pour certains, cela a également été un moment d'engagement dans des mouvements de jeunesse, souvent sous l'impulsion de leurs parents ou des oncles et tantes. Ça a été aussi une période constituée par des voyages en Israël, pays récemment créé, mais souvent avec des allers-retours et une grande instabilité. À la suite de la période pubertaire, le mariage a souvent été précipité, notamment pour les femmes. Quand elles ont retrouvé leurs parents ou un des deux parents après la guerre, les retrouvailles étant difficiles, le mariage a souvent été la seule issue pour échapper à une emprise parentale difficile à vivre. Dans le même temps, il fallait s'autonomiser et devenir indépendant. Il en a été de même pour les orphelins qui ont grandi après la guerre, pour nombre d'entre eux dans les maisons d'enfants. Le mariage a ainsi été une issue pour la majorité d'entre elles, et surtout pour ne plus être à la charge des organisations juives qui en étaient responsables. Les femmes sont parties dès leur majorité à 21 ans, souvent pour se marier. Il s'agissait le plus souvent d'un mariage avec un conjoint juif ashkénaze, quand les parents étaient présents et qu'ils pouvaient imposer une autorité à leurs enfants. D'autres se sont mariés soit avec des juifs séfarades, soit avec des catholiques. Les configurations étaient différentes et de façon générale, les mariages et la vie conjugale ont été compliqués. Pour beaucoup de femmes, la maternité a souvent été accompagnée d'une grande difficulté à se sentir mère. Après le parcours chaotique, avec notamment une discontinuité de la relation à l'objet primaire, il a été difficile pour ces femmes d'avoir une préoccupation maternelle primaire qui s'inscrivait dans la continuité. Parfois, elles ont rejoué ce qu'elles ont vécu elles-mêmes en confiant leur enfant à une nourrice après la guerre ou à leur propre mère qui s'est quelquefois approprié l'enfant comme étant le sien. Ou bien encore, elles ont été dans une surprotection maternelle, percevant l'extérieur comme menaçant. Et c'est souvent à l'adolescence de leurs propres enfants que les parents se sont rendus compte d'un malaise familial via des troubles que pouvaient présenter leurs enfants, troubles du comportement alimentaire, bouffées délirantes aiguës, tentatives de suicide. Et c'est à ce moment-là que certains d'entre eux ont commencé une démarche en psychothérapie, même s'il s'agit d'une minorité de la population que j'ai rencontrée. La reconnaissance sociale et politique de leur souffrance a eu un impact considérable. 1991 a été une date importante par la tenue de la première réunion internationale des enfants cachés qui a été présidée par Elie Wiesel et qui a démarré cette réunion en disant « mais
Comment avez-vous fait pour vivre avec ça? En France, en 1995, le discours du président Jacques Chirac, reconnaissant la responsabilité de la France dans les crimes commis envers les Juifs pendant l'occupation, a eu un effet de levier. Ces reconnaissances ont permis une levée des clivages, une réunification avec soi-même. Elles sont également advenues au moment de l'arrivée des petits-enfants. La parole a commencé à circuler dans les familles, mais également dans l'espace social via les témoignages écrits, les témoignages oraux, notamment dans les établissements scolaires. Et la venue des petits-enfants a permis de faire advenir une circularité de la parole. Cependant, les relations avec leurs enfants se sont avérées particulièrement complexes et le lien avec la descendance est souvent trouvé empêché. Cependant, le temps de la retraite a parfois été le temps d'une potentielle décompensation. Des malaises se sont fait ressentir à cette période de la vie. L'arrêt du travail a réactivé des pertes, des séparations anciennes. L'entrée en maison de retraite réactive parfois les séparations anciennes et douloureuses. En outre, entrant dans le dernier cycle de vie et avec les difficultés que suscite la vieillesse, les angoisses et des inquiétudes surviennent, et ces dernières sont d'autant plus fortes qu'il s'agit de personnes ayant eu un passé infantile traumatique. De façon générale, cette phase de vie correspond à des changements de vie importants tels que l'éloignement des enfants, la mort d'amis, l'entrée de certains proches en institution. Et ces éléments peuvent constituer un rappel de traumatisme qui réactive la douleur de la perte des familles entières et des séparations irréversibles. Les sentiments habituellement éprouvés par les personnes âgées, sentiments d'abandon, d'isolement, de séparation, sont ici ranimés puisque ces mêmes sentiments ont déjà été vécus dans des situations traumatiques plus de 70 ans auparavant. Un jour, un homme de 70 ans m'a demandé un rendez-vous à mon cabinet. Monsieur T est né fin 1940. C'est sa femme qui l'accompagnait à son premier rendez-vous courant l'année 2010. Madame T avait lu mes articles et avait vivement conseillé à son mari de venir me voir pour être aidée. Madame était un support d'étayage pour son mari. Monsieur me disait que depuis qu'il était à la retraite, il ne cessait de pleurer et il ne comprenait pas pourquoi, car avant il ne pleurait jamais. Il viendra seul à partir du deuxième rendez-vous. Monsieur T m'a parlé de son enfance. Début 1943, sa mère et lui ont été arrêtés par la Gestapo. Ils ont été amenés au camp de Drancy. À ce moment-là, il n'a pas su quel concours de circonstances a fait que lui a été libéré, mais pas sa mère. Son père est arrivé à récupérer son fils et l'a mis à l'abri dans différentes familles qui se sont succédées. Il ne reverra jamais sa mère qui est déportée à Auschwitz. Monsieur T a bien réussi professionnellement. Il était ingénieur. Il s'est marié à une femme catholique. Il a eu 3 enfants avec elle. Sa femme a tenu à baptiser leurs enfants et les faire grandir dans la religion catholique en disant à son mari qu'il valait mieux faire ce choix au cas où cela recommence. Monsieur T ne s'y est pas opposé. Monsieur T n'a pas raconté grand-chose de son histoire à ses enfants et m'a affirmé qu'il était peu présent auprès de sa famille. C'est sa femme qui s'est beaucoup occupée de ses enfants, de l'éducation. Ses 3 enfants ont épousé des conjoints non juifs. Une de ses petites filles porte le prénom de sa grand-mère paternelle. Les relations avec ses enfants étaient complexes, en particulier avec sa fille aînée. Il disait « on ne se comprend pas ». Depuis le moment de la retraite, le temps psychique s'était modifié et Monsieur T ne cessait de pleurer. Dans le même temps, depuis qu'il était à la retraite, soutenu par sa femme, il a effectué des recherches sur son parcours d'enfant et sur celui de sa mère. Il a retrouvé des traces, mais il y avait également de nombreux trous. Monsieur me disait qu'il était un homme qui avait toujours su s'adapter aux situations difficiles. Il aimait continuer à réaliser des missions professionnelles, même bénévolement. Mais il me disait porter des poids dont il n'arrivait pas à se défaire. Lors des séances, Monsieur T pleurait
en me parlant de lui, mais surtout de son enfance, dont il avait peu de souvenirs. Il avait vécu l'occupation entre l'âge de 2 ans et 5 ans. J'ai proposé à Monsieur T de penser ses pleurs comme des sanglots qui se trouvaient enfermés depuis sa petite enfance dans une boîte à larmes. À 2 ans, séparé de sa mère, il n'avait jamais pu pleurer sa perte et il avait espéré son retour. Rien ne lui avait été dit. Lorsqu'il était caché, il ne pouvait pas évoquer la disparition de sa mère, il ne pouvait pas montrer sa tristesse car il aurait été en danger. Il a dû réprimer ses émotions, attendre qu'on vienne le chercher. Peut-être attendait-il toujours. Alors les pleurs qui ne s'étaient pas manifestés enfant étaient restés dans une boîte, bien fermée car l'ouverture aurait été menaçante. Il s'est construit avec toutes ses larmes enfermées, toutes ses émotions emmurées, et en grandissant, cette boîte s'était verrouillée toujours un peu plus avec le temps. Après la guerre, le silence, l'exclusion de la parole s'est poursuivie. Un mur s'est construit en lui et la boîte a renforcé le verrouillage de sa fermeture toujours un peu plus. Les larmes étaient restées ainsi enfermées car personne ne lui avait jamais rien demandé. La retraite est arrivée, le temps de l'emploi du temps s'est arrêté et un autre temps est advenu. Dans le processus de développement de l'enfant, la période de clandestinité a figé l'être, comme si l'horloge psychique avait été arrêtée. À l'extérieur, dans la réalité, la reconnaissance de la souffrance des enfants cachés était advenue. En parallèle, M. T lui-même avait ouvert un espace et un temps qu'il consacrait à la recherche des traces de son passé. L'appel était donc aussi advenu du dedans. Alors, cet appel avait été tel que cette boîte à larmes et alarmes ne pouvait plus rester fermée, le loquet s'était ouvert et les larmes se sont enfin mises à s'écouler. Le signal d'alarme avait été actionné et il ne pouvait plus le contrer. Il apparaissait que M. T, comme d'autres personnes ayant vécu ces expériences infantiles, se soit arrêté à une première étape de deuil constituée du déni et d'une non-acceptation de la perte au niveau émotionnel. Endeuillé, M. T avait évité toute occasion qui lui aurait rappelé la perte. Tout ce que manifestait un enfant, l'expression de la vie, de l'imaginaire, des jeux, les émotions avaient été confisquées, avaient été emmurées. Et lorsqu'un fort appel ou des appels répétés à l'extérieur ou émanant du collectif se sont fait entendre, le mur s'est fissuré et a laissé jaillir ce qui avait été mis de côté, ce qui avait été réprimé. Dans ce suivi clinique, il a été question d'empathie, de bienveillance, de contenance, telle une mère se comporte avec son nourrisson. Cet homme a subi, enfant, une triple effraction, celui de son enveloppe psychique, celle de son enveloppe familiale, séparée brutalement de sa mère, de son père, de son inscription filiale et de son enveloppe culturelle, cible des attaques, le mettant en danger de mort. Le processus thérapeutique a donc consisté à participer à rétablir ces enveloppes. Nous avons ensemble travaillé sur les représentations culturelles et notamment sa judéité, son histoire et leur transmission à ses petits-enfants. Madame A avait 72 ans quand elle est venue me voir. Elle aussi, à la lecture d'un de mes articles, elle m'a fait part de sa satisfaction de voir qu'enfin quelqu'un avait parlé de son histoire et savait le faire. Lors de son suivi, elle s'est souvenue s'être appelée Marie entre 1942 et 1945. Elle avait été baptisée catholique et avait toujours cru depuis lors se sentir plus attirée par le catholicisme que le judaïsme. Or, au cours du travail en psychothérapie avec moi, elle a réalisé qu'elle se sentait davantage proche du judaïsme. Elle a ainsi pensé avoir été dans l'erreur pendant plusieurs décennies. Elle avait épousé un homme comme elle, juif, qui avait été protégé par l'Église catholique pendant l'occupation. Il avait été baptisé, fait sa première communion.
Tous deux avaient tenté d'élever leurs enfants dans les deux religions, pensant qu'il était pertinent d'initier une nouvelle affiliation à partir de leurs deux affiliations. C'est ainsi qu'ils ont fait baptiser et circoncis leurs deux fils. Lors de ce suivi, Madame A culpabilisait beaucoup de n'avoir pas compris le sens de son histoire et de sa construction. Elle se rendait compte de son échec auprès de ses enfants. Ils étaient instables affectivement, ils étaient dans une grande dépendance vis-à-vis de leurs parents, incapables de s'autonomiser. À l'adolescence, l'un de ses fils a fait une tentative de suicide, l'autre avait présenté des troubles psychologiques. J'ai suivi Madame A durant 2 années, puis j'ai poursuivi l'accompagnement en me rendant chez elle, jusqu'à quelques semaines avant qu'elle ne meure atteinte d'un cancer. Elle avait tenu à poursuivre un travail sur elle-même, et c'est vers l'apaisement qu'elle s'en est allée. Nous avions pu évoquer ensemble les rituels de mort. Elle souhaitait être incinérée, me dit-elle, pour rejoindre sa mère, morte à Auschwitz. Les enfants juifs cachés, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été empêchés de vivre normalement. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas manifester un certain nombre d'émotions qu'exprime un enfant dans un environnement qui ne lui serait pas menaçant. Leur enfance a été volée, pour reprendre le terme de Tomkiewicz, caractérisant de cette façon son adolescence. Ces enfants ont mis en place, on pourrait dire, des aménagements défensifs spécifiques pour survivre, afin d'éviter tout risque d'effondrement, pendant la guerre, au lendemain et depuis la guerre. Cependant, des fragilités, telles des failles, subsistent. Il semble alors que ces fentes soient amenées à se révéler, à se dévoiler de façon plus importante en fin de vie et peut-être à la génération suivante. La réunion qui s'est tenue à New York en 1991 a été un événement sans précédent qui a permis d'enclencher un processus de guérison, notamment par la rupture de l'isolement. La prise en charge psychologique a consisté, à partir de ce moment-là, à permettre au groupe des enfants cachés de réaliser collectivement ce deuil. Le deuil individuel n'ayant pas pu se faire, c'est la reconnaissance d'un groupe ayant vécu cette même souffrance qui a permis l'enclenchement d'un processus de détachement et de potentielle transformation. Le 14 janvier 2015, une conférence auprès d'un public d'ex-enfants cachés avait été programmée de longue date auprès du service Mémoire et Histoire de l'association de Lozé, l'œuvre de secours aux enfants. Il était question ce jour-là que j'intervienne sur mes derniers travaux à propos de la transmission des traumatismes des enfants cachés à leurs enfants. Ce jour-là, soit quelques jours après les attaques de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, j'ai dû modifier les modalités de mon intervention, me retrouvant devant une vingtaine d'adultes profondément bouleversés par les attaques meurtrières qui s'étaient produites quelques jours plus tôt. Ils étaient tous complètement désorganisés. Chacun a été pris dans un mouvement personnel de profonde tourmente. J'avais l'impression de me retrouver comme après une catastrophe, telle celle de leur vécu pendant la guerre, face à un groupe d'enfants perdus, ne pouvant s'entendre, dialoguer, penser. Ils avaient l'air hagards, ils étaient tous sidérés, comme s'ils revivaient leur frayeur d'enfants éprouvés plus de 70 ans après. Les enquistements liés au passé, qu'ils avaient pu mettre de côté, tant bien que mal, surgissaient avec vigueur. Leur corps s'agitait, ils craignaient que cela recommence et se montraient préoccupés pour leurs enfants et leurs petits-enfants. J'ai entendu, j'ai accusé réception de leur peur, de leur frayeur, j'ai tenté d'apaiser, d'écouter, de rassembler le groupe pour permettre à chacun de se rassembler dans son corps propre. Au-delà des peurs perçues et entendues ce jour-là, j'ai été marquée par leur profonde désorganisation corporelle. Leur corps semblait éprouver de nouveau la survivance, comme si c'était hier. Dans cette expérience vécue auprès du groupe d'ex-enfants cachés rencontrés ce jour-là, il apparaît donc qu'au-delà des passages, des cycles de vie qui sont source de bouleversements, vient se manifester l'impact du collectif, de la réalité extérieure sur les éprouvés individuels. La France a été un pays protecteur et dans le même temps menaçant.
Durant toute leur vie, les enfants juifs qui ont été cachés se sont construits selon un mode ambivalent avec ce pays, qui retentit sur leur modalité d'attachement, en ballottage entre protection et menace. Au-delà de l'histoire d'une France coupée en deux pendant la guerre, collaborationniste et résistante, et de Vichy, un passé qui ne passe pas, pour reprendre le terme de Conan et Rousseau, mentionnons qu'entre 1967 et 1995, soit le temps d'une génération, une série d'événements est venue participer, réactiver, renforcer des éprouvés ambivalents. Je rappelle juste quelques éléments. Le discours de De Gaulle en 1967 sur les Juifs, peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur. En 1980, la phrase de Raymond Barre lors de l'attentat de la rue Copernic, qui fait une distinction parmi les victimes de l'attentat des Français innocents à côté des Israélites se rendant à la synagogue. Les années Mitterrand, avec l'absence de reconnaissance des crimes commis par le gouvernement de Vichy et le fleurissement annuel de la tombe de Pétain. Bien que la question de partir, notamment vers Israël, se soit posée pour la plupart d'entre eux à un moment de leur vie, peu parmi eux sont partis après la libération, car le risque d'atteinte à leur sentiment de sécurité semblait alors à l'œuvre. Ainsi, ces enfants, en grandissant et devenant adultes, n'ont pu tisser des liens stables, susceptibles d'assurer une sécurité intérieure permettant de se construire au mieux. Cette absence de sécurité interne est devenue un manque d'étayage psychique et sans territoire sécurisant qui fait craindre un risque d'effondrement dans la dernière décennie de vie. Cette crainte d'effondrement se lie à une faillite de l'organisation défensive face au vécu précoce que le moi n'a pas pu intérioriser. Cet effondrement originel se retrouve alors sans trace, sans lien, sans temporalité. Il constitue un traumatisme psychique. Le paradoxe d'avoir eu la chance de rester en vie est à l'origine de cette relation ambivalente qui aujourd'hui semble être renforcée par le contexte géopolitique actuel. Leurs inquiétudes sont portées sur eux-mêmes et surtout vers leurs enfants et leurs petits-enfants, une peur que cela recommence. Pour finir mon propos et ouvrir, je souhaite vous livrer ici ce que m'a dit une patiente il y a 10 jours qui a pris contact avec moi lors de son premier rendez-vous. J'ai lu un texte de vous, j'ai pleuré et je me suis dit que c'est vous qui pourriez m'aider. Cette femme est une survivante du génocide du Rwanda. Je vous remercie de votre attention. Alors en vous écoutant, j'ai fait finalement un rapprochement, vous allez me dire s'il est fondé. Vous évoquez dans plusieurs de vos articles les injonctions paradoxales, en particulier faire oublier, puis sans oublier, s'isoler, s'affilier. Et c'est finalement la France qui semble être en position de transmettre une injonction paradoxale. Je suppose que c'est là ce que vous vouliez dire vers la fin, qui m'a beaucoup intéressé. Et puis, un second point, et là ce sera une question, c'est l'importance que vous avez accordée à la question du secret dans la formation psychique, en distinguant notamment cette idée que l'enfant caché n'est pas dans le secret, mais est le secret. Est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu quel est le sens pour vous de cette distinction maintenant ? Alors, juste avant de répondre à votre question, vous m'avez posé la question de l'exposition de l'enfant. Oui. Et je souhaite répondre à cette question parce que j'ai parlé d'enfants exposés au sens mythologique. Exposer un enfant consiste à le livrer à un milieu hostile,
afin de le mettre à l'épreuve du danger, voire de la mort. Et il y a des figures mythologiques. Soit il surmonte. Voilà, soit il le surmonte. Donc il y a l'idée implicite qu'il y a un risque hors du commun qui conduit à un destin qui possède une double polarité. Soit l'enfant en sort extrêmement fragilisé, soit au contraire, il acquiert des potentialités exceptionnelles. Moïse, etc. Dans l'idée de l'enfant exposé, c'est que les enfants juifs qui ont été cachés, pour moi, ne sont pas des survivants de la Shoah, ce sont des enfants miraculés. Et avec le miracle constitue un levier thérapeutique. C'est-à-dire que pourquoi lui et leur récit, les récits de ce qu'ils ont vécu entre 1942 et la fin de la guerre, est une succession de miracles. Ne pas avoir, alors j'ai cité quelques exemples, mais dans tout leur récit, quelques exemples au début, mais en 1942, on ouvre, la mère de Bella qui n'ouvre pas la porte, cette Régine qui descend les escaliers, qui croise la Gestapo, et puis il lui arrive plein d'autres choses, le fait d'être... elle arrive à la ligne de démarcation à Limoges, les Allemands sont là, elle est sûre qu'elle va se faire arrêter, et la personne qui était dans le wagon avec elle met sa main sur l'épaule en disant « c'est ma nièce et mon neveu, je les amène ». Voilà, c'est une succession, en fait c'est une succession de miracles. Et en fait, et c'est ça que je veux dire, parce que c'est important, dans le suivi clinique, je mets en évidence le fait que ce sont des miraculés, ce qui est l'histoire du peuple juif. Et donc, avec le miracle se raconte et fait partie de l'histoire des Juifs. C'est un des préceptes du judaïsme, tu transmettras à tes enfants. Voilà, je voulais d'abord répondre à cette question. Oui, l'enfant est un enfant secret jusqu'en 1991, à tel point que les nombreuses personnes que j'ai rencontrées ont réalisé des années après qu'elle pensait avoir été le seul enfant caché dans le village de la Nièvre ou de la Creuse, et en fait il y avait des dizaines d'enfants qui étaient cachés dans ce village et ils ne savaient absolument pas que les autres... Donc l'enfant secret, c'est l'enfant qui n'est plus celui qu'il était. L'enfant secret, c'est celui qui est derrière un mur de verre, qui voit tout ce qui se passe mais qui ne peut que se taire. Parce que se taire, c'est attirer l'attention vers lui et le risque est menaçant. Donc il a grandi avec le secret. Parfois, beaucoup ont continué à se faire appeler, même par leurs parents qu'ils ont retrouvés après la guerre, par leur prénom d'enfants cachés. Les Sarah, qui étaient devenues des Suzanne pendant la guerre, ont continué à être appelées Suzanne après la guerre. Voilà, c'est ce que j'appelle les enfants secrets. Oui. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Alors, une question qui nous a été transmise. Avez-vous déjà reçu des enfants de ces personnes qui portaient cette souffrance appartenant à leurs parents ? Oui. Oui, les enfants d'enfants cachés. Je travaille à Lausée depuis plusieurs années dans un dispositif très particulier. J'accompagne des aidants de patients atteints de la maladie d'Alzheimer, survivants de la Shoah. Je reçois soit des conjoints, soit des enfants. Et là, c'est encore une clinique particulière parce que le passé infantile ressurgit de façon très incohérente et bouleverse le conjoint et les enfants parce qu'il n'y a plus de... L'atteinte cognitive est telle qu'il n'y a que le passé qui est présent chez le patient atteint de la maladie d'Alzheimer. Et je reçois beaucoup d'enfants dans ce cadre-là pour essayer de les contenir et pour les accompagner dans le lien avec leurs parents. Oui. Et parfois présentent une psychopathologie, des troubles plus importants que leurs parents. Y a-t-il question dans la salle ? Oui, Christina.
Voilà. Venez au micro. Merci beaucoup pour votre très belle présentation. Vous avez évoqué un patient qui s'est senti proche du judaïsme une fois qu'il a commencé le travail thérapeutique. Enfin, il a pu renouer avec une partie de son identité, grâce aussi peut-être au lien transférentiel qu'il a pu établir avec vous. Je me demandais si on pouvait finalement être au-delà d'une appartenance, être dans une pluralité des identités, et pouvoir finalement se sentir reconnu à la fois dans l'appartenance au judaïsme, mais aussi au catholicisme, et bien au-delà de toute appartenance religieuse, construire une identité en patchwork, à partir de différents éléments qui font sens pour nous, sans forcément être assignés à nouveau à une nouvelle construction identitaire. Et je vous pose cette question parce que j'ai l'impression que parfois la revendication identitaire peut être un frein dans la construction de soi. Hein, ça peut paraître paradoxal, mais parfois l'appartenance communautaire fige dans des positions. Je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Je vous remercie pour cette question. La plupart des ex-enfants juifs qui ont été cachés, que j'ai rencontrés, se sont construits dans un bricolage d'affiliation. Un vrai bricolage d'affiliation. C'est-à-dire qu'ils se sentaient juifs, mais pas tout à fait. Ils se sentaient un peu catholiques. Alors, il y en a qui sont passés par l'église évangéliste, il y en a qui sont passés par différents groupes. Mais à un moment donné, ils se sont sentis empêchés. C'était pas suffisant. Et en fait, il y a quelque chose moi, je dirais d'eux que ce sont des vecteurs du judaïsme. Et ils ont transmis ça à leurs enfants. Et avec la question de la fin de vie, c'est souvent une question que j'ai posée, comment vous pensez être enterré D'ailleurs, c'est la même question que j'avais posée à Lustiger quand j'ai eu la chance de le rencontrer. Pour me faire un peu une réponse, évidemment, en tant qu'archevêque, il ne pouvait pas répondre vraiment à ma question, mais je leur posais cette question-là, et pour la plupart d'entre eux, et même cette femme qui m'a dit je veux être incinérée, mais que l'urne soit dans un cimetière juif. On a un petit peu de temps encore pour une autre question. Dans la salle ? Non, personne ? Alors j'ai découvert, grâce à vous, les travaux d'Anna Freud au sortir de la guerre. Quelle importance ont-ils pu avoir par rapport à votre propre parcours ? Plus généralement d'ailleurs sur le cas spécifique des enfants cachés. Je crois qu'elle a vraiment initié quelque chose d'intéressant, de fondamental. C'est un premier texte qui a été écrit sur les enfants qu'on a trouvé dans un des baraquements du camp de Térésine, qui ont été accueillis en Angleterre. Il a été question de ces 6 enfants qui ne pouvaient pas se séparer les uns des autres. Et ce qui est intéressant dans son texte, c'est qu'elle fait une observation de ces enfants sur 1 an et demi. Et j'ai retrouvé ensuite quelqu'un, Sarah Moskowitz, qui a retrouvé ses enfants 37 ans après. Et elle a écrit un article et un livre sur ce que ces enfants étaient devenus adultes. Et elle identifie des lignes de vulnérabilité et en même temps ce qu'elle appelle des tuteurs de résilience. Alors j'aurais aimé poursuivre et rencontrer leurs enfants. Mais c'est un peu compliqué. Oui, ça serait intéressant. Bien. Toujours pas de questions ? Si ? Alors, ce sera la dernière. Une longue question. Beaucoup d'enfants ayant perdu leurs parents ont été recueillis par des tantes, cousins, voisins. Y a-t-il des tendances de comportement chez ces adultes qui sont soudainement devenus parents? C'est pas très clair. Alors peut-être que la question posée est que dans l'après-guerre,
les choses n'ont pas été simples. Une des personnes que j'ai rencontrées m'a dit « la libération n'en a pas été une et ça a été le début de l'enfer ». C'est-à-dire que le ballottage des enfants a continué. Les enfants sont sortis de clandestinité, les parents n'étaient pas revenus, un des deux parents était revenu. La configuration, une des configurations les plus douloureuses, c'est les enfants qui ont retrouvé un des parents qui s'est remarié avec un conjoint qui avait perdu son conjoint en déportation. Donc ça a été souvent compliqué. Il y a des enfants qui ont été accueillis en maison d'enfants et puis ensuite chez un oncle ou une tante, et puis en fait l'oncle et la tante ne pouvaient pas subvenir aux besoins de l'enfant, donc l'ont ramené à une organisation juive. Les enfants comme ça ont pu connaître pendant plusieurs années après la guerre une instabilité, savoir comment, parce qu'on ne pouvait pas voilà, les familles étaient un peu désemparées. Ce que Cathy Hazan dit, et de façon... dans plusieurs de ses articles, Cathy Hazan est historienne, elle a beaucoup travaillé sur les enfants au sortir de la guerre. Il y a eu une course pour récupérer ces enfants. Une course contre la montre, c'est-à-dire que ces enfants qui avaient été cachés dans des familles, dans des institutions chrétiennes, dans des villages, il fallait les récupérer absolument parce que les organismes juifs avaient fait cette promesse aux parents que quoi qu'il arrive, ils transmettraient à ces enfants l'éducation que leurs parents leur auraient donnée s'ils étaient revenus. Et il faut savoir qu'il y a une partie de l'Église qui aurait bien gardé ses enfants, parce qu'il faut quand même savoir que jusqu'en 1959, dans une prière catholique du Vendredi Saint, c'était prier pour ces juifs perfides qui ont perdu la raison, et que voilà, les kidnappings d'enfants juifs, il y en a eu un certain nombre. Et là, après la guerre, il y avait aussi... il y avait quand même un danger pour un certain nombre d'enfants parce que c'était une occasion pour pouvoir garder les enfants juifs. Alors il y en a, j'ai eu la chance de rencontrer Vivette Samuel, qui a été assistante sociale, qui a placé les enfants avant la guerre et qui a participé à la récupération de ces enfants après la guerre, et elle frappait à chaque porte pour récupérer les enfants. Voilà, c'était pas simple parce que les enfants avaient changé de nom, les fichiers étaient cachés, donc il fallait tout reconstituer le parcours de ces enfants pour les trouver. Mais elle m'a avoué qu'il y a au moins une centaine d'enfants qui sont restés dans les familles parce que voilà. Merci Marion Feldman.